devant l'autel, ma sœur a souri et a dit, avant que tu ne dises oui. Je suis enceinte et c'est le bébé de ton fiancé. La foule a eu le souffle coupé, je me suis figé. Puis ma nièce de 9 ans s'est levée et a dit, c'est un mensonge. Je peux le prouver. Le silence s'est fait dans la salle. L'horloge de l'église n'avait plus que 3 lents battements cérémonieux avant que le pasteur ne pose la question qui allait changer ma vie pour toujours. Chaque visage sur les bancs était illuminé d'attente. Des sourires doux, des yeux humides, des téléphones tenus comme des talismans. Des lys blancs se penchaient vers l'allée comme pour écouter aux portes. La main de mon père était comme une pierre dans la mienne. Le pouce de Hudson a retrouvé le mien et l'a serré, aussi ferme qu'une promesse. J'ai répété mon sourire dans le laiton poli du bougeoir et j'ai senti, pendant une seconde claire et lumineuse, que tout était exactement à sa place. Je portais ce moment sur ma peau depuis des années. Les dîners de répétition, les feuilles de calcul nocturne des listes d'invités, la petite dispute pour savoir si le costume de Hudson devait être anthracite ou marine. Dans ma tête, la ville entière s'était rétrécie à cette allée, dans ce dernier souffle. Je me souviens avoir pensé, de manière absurdement idiote, que la vie m'obéissait enfin. Le son de l'orgue a enflé. Ma mère a tamponné ses yeux avec le coin de son mouchoir. Et Agnès, ma sœur, la femme qui m'a appris à tresser mes cheveux et à voler le tabac de mon père, était assise au premier rang avec un sourire si calme qu'on aurait dit qu'il était sculpté. Agnès, qui me chuchotait autrefois des secrets à l'oreille comme une monnaie d'échange. Agnès, dont le rire se propageait autrefois dans les cuisines familiales et noyait les mauvais jours. Elle avait été l'ombre de ma lumière et je la croyais ma plus proche alliée. La mâchoire de Hudson semblait assez ciselée pour soutenir une ville. Il a croisé mon regard et a articulé, « Tu es magnifique », comme une réplique de tous les films que j'avais jamais aimés. Derrière lui, les témoins s'agitaient. La fleuriste a ajusté une boutonnière avec des doigts tremblants et un petit bruissement a parcouru les parents assemblés. Le murmure calme et expectant d'une foule se penchant en avant pour assister à une joie à laquelle elle croyait. Puis Agnès s'est levée. Son mouvement m'a brisé en 1000 petits morceaux indéchiffrables. Ce n'est pas le fait de se lever qui a raréfié l'air. C'est la façon dont elle a bougé, comme quelqu'un qui avait pratiqué le calme jusqu'à ce qu'il devienne cruauté. Elle s'est avancée dans l'allée comme si elle y avait plus sa place que moi. Et quand elle m'a souri, c'était le sourire de quelqu'un qui connaît le poids exact de ce qu'elle s'apprête à lâcher. Avant que tu ne dises oui, a-t-elle dit, et les syllabes ont atterri comme des choses chirurgicales et précises dans le silence. Je suis enceinte et c'est de Hudson. Le son s'est avalé lui-même. Une cuillère a cliqueté quelque part à ma droite. Le souffle d'un enfant s'est coupé. Mes genoux sont passés de solide à une dissolution en un seul battement de cœur. Les lys semblaient se pencher en arrière, offensés. Ma gorge brûlait d'ammoniac, et je n'ai goûté que le son métallique de l'incrédulité. L'orgue a faibli comme si quelqu'un avait oublié une note. Un rire, incrédule, mouillé d'hystérie, a jailli d'une bouche lointaine et est mort là où il avait commencé. La main de ma mère s'est convulsée. Le visage de mon père a pris la couleur de vieux papier. Et le visage de Hudson s'est effondré dans la lente horreur de quelqu'un essayant d'imiter le choc. Il a ouvert la bouche et le monde s'est rétréci à la forme de la question. Pourquoi? J'ai pensé à chaque coin privé de notre vie. Les discussions tardives, ses doigts dans mes cheveux, les listes de courses et le partage tranquille du café. Rien de tout cela ne m'avait préparé à la vacuité de ces souvenirs sous un simple mensonge. Puis Shelley a fait la chose qui a fait que l'église a cessé de respirer complètement. Ma nièce, 9 ans, les genoux couverts d'un jean délavé par le soleil, les cheveux attachés en 2 chignons fonctionnels et désordonnés, s'est levée de son siège comme quelqu'un de beaucoup plus âgé et plus dangereux que sa taille ne le permettait. Elle portait une tablette avec un autocollant de dinosaure vert dans le coin. Elle était petite contre ses paumes, mais elle la tenait comme une preuve. Ses yeux bruns ont traversé la pièce et ont trouvé les miens. Et pendant une seconde, je n'ai pas vu l'enfant qui a appris à compter sur ses doigts dans ma cuisine, mais une minuscule procureure qui connaissait le poids de la vérité. C'est un mensonge, a annoncé Shelley, d'une voix assez claire pour couper du verre. Elle n'a pas crié, elle ne s'est pas lamentée. Elle l'a dit comme un verdict. Je peux le prouver. La pièce s'est repliée sur elle-même. Le silence a été projeté jusqu'au chevron et y est resté, tendu. Pendant un instant à couper le souffle, le seul son était le murmure des tuyaux de l'orgue et le battement humide de mon propre pouls dans mes oreilles. Le sourire d'Agnès s'est aiguisé en quelque chose d'animal. La surprise et le calcul se sont tressés dans la même expression.
Le visage de Hudson est devenu illisible. Mon père a fait un son qui aurait pu être une prière ou un gémissement. Shelley a levé la tablette. Son écran noir s'est allumé et a projeté une lumière pâle et coupable sur son visage. Des doigts plus petits qu'une promesse ont tapoté le verre. Les gens se sont penchés en avant comme si la proximité pouvait altérer la vérité. La main de ma mère a volé à sa bouche. Mes genoux, traîtres, ont un peu cédé, et j'ai dû m'agripper au banc pour ne pas tomber. L'écran a vacillé, une vidéo a commencé, et dans ce long et impossible défilement de secondes, j'ai senti le reste de la vie que je pensais m'être promise se détacher. Tout le monde attendait, suspendu à la charnière de ce qui allait suivre. Une vidéo, un aveu, une fabrication, et quoi que ce soit, ce serait soit une lame, soit une bombe. La voix de Shelley, petite et sûre, a même surpassé le tonnerre dans mes oreilles. « Lance-la » a-t-elle dit. La tablette s'est éclaircie. La première image a commencé à bouger. Et puis avant de continuer, s'il vous plaît, écrivez en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où notre famille mondiale nous regarde. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à apporter encore plus de récits de vengeance épique de la vie. Bonne écoute. La qualité de la vidéo était granuleuse, du genre que l'on obtient d'un appareil d'enfant enregistrant à travers la fente d'une porte, mais le son était d'une clarté cristalline. La voix d'Agnès est venue en premier. Je l'ai reconnue instantanément. Ce ton particulier qu'elle utilisait quand elle pensait être intelligente, quand elle tissait une toile. Ça doit être au mariage, a-t-elle dit. Impact maximal, humiliation maximale. L'image s'est précisée. C'était la chambre d'Agnès, celle de la maison qu'elle partageait avec son mari Franck, mon beau-frère. L'angle de la caméra était bas. Certainement enregistré depuis un endroit caché, une étagère peut-être, ou calé derrière des livres. À l'écran, Agnès était assise sur son lit, le téléphone collé à l'oreille, se peignant les ongles des pieds d'un rouge que je l'avais aidé à choisir 2 mois plus tôt. Nous avions fait les magasins ensemble. Elle m'avait dit qu'elle voulait être belle pour mon mariage. Elle m'avait dit qu'elle était si heureuse pour moi. Elle le mérite, a poursuivi Agnès, et le venin dans sa voix a fait tomber mon estomac à travers le sol de l'église. Mademoiselle parfaite, qui a toujours tout eu sur un plateau. Maman et papa l'ont toujours plus aimée. Toujours. Une voix d'homme a grésillé à travers le haut-parleur de son téléphone. Faible mais audible. Et tu es sûr que Hudson va marcher dans ton jeu? Agnès a ri. C'était un son que j'avais entendu 1000 fois en grandissant. Quand elle avait volé mon journal intime et l'avait lu à ses amis. Quand elle avait dit à mon premier petit ami que j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre. Quand elle avait emprunté ma voiture et l'avait rendue avec le réservoir vide et une bosse dont elle n'a jamais parlé. Je lui avais toujours pardonné. C'était ma sœur, ma famille. Hudson n'a pas besoin de marcher dans quoi que ce soit, a dit Agnès en inspectant ses ongles. Il n'est même pas au courant. C'est ça qui est beau. Je me lèverai, je ferai l'annonce, et même s'il nie, la graine du doute sera plantée. Matty ne le regardera plus jamais de la même façon. Le mariage sera empoisonné avant même d'avoir commencé. Mes jambes ont lâché. Je ne suis pas tombé. Quelqu'un m'a rattrapé. Mon père, je crois. Ses bras étaient comme des bandes de fer, la seule chose qui me maintenait debout alors que l'église éclatait en chaos. Attendez, la voix de Shelley a percé le bruit. Il y a plus. La vidéo a continué. La voix masculine au téléphone a dit, et le test de grossesse? Tu as dit que tu avais une preuve. S'il te plaît, a ricané Agnès. J'ai acheté 5 tests dans différents magasins. J'ai fait pipi sur un positif. Évidemment, je suis enceinte de 8 semaines, mais je dirai à tout le monde que c'est le bébé de Hudson. Frank et Hudson ont des traits assez similaires. D'ici à ce que le bébé arrive, j'aurai déjà détruit sa petite vie parfaite. Et Frank est si stupide, il croit vraiment que c'est le sien. L'écran la montrait se levant, marchant vers sa commode. Il en a sorti une petite boîte. J'ai reconnu la marque. Un test de grossesse. Elle l'a tenu à la lumière, admirant les 2 lignes roses comme si c'était une arme. Frank va élever le bébé de Hudson, a dit la voix, presque admirative. C'est froid, Agnès. Non, a corrigé Agnès, son sourire s'élargissant en quelque chose de féroce. Frank va élever le bébé de Frank pendant que tout le monde pensera que c'est celui de Hudson.
C'est ça le génie. Je n'ai même pas besoin de coucher avec Hudson. Juste faire croire à tout le monde que je l'ai fait. L'église était passée d'un silence choqué à un tumulte. Les voix se chevauchaient. Les gens se levaient. Quelqu'un pleurait. J'ai entendu ma mère prononcer le nom de ma sœur comme une malédiction. J'ai entendu Hudson crier. Je ne l'ai jamais touché. Je jure devant Dieu, Matty, je ne l'ai jamais. Mais je ne pouvais pas le regarder. Je ne pouvais rien regarder d'autre que le visage de ma sœur, qui s'était vidé de toute couleur. Tout ce calme étudié s'évaporant comme la rosée du matin sous un chalumeau. Shelley, a dit Agnès, et sa voix était différente maintenant. Fine, rauque, désespérée. Shelley, ma chérie, où as-tu eu ça? Ma nièce a tenu bon. 9 ans et plus courageuse que n'importe qui dans cette église. Tu as laissé la porte de ta chambre ouverte la semaine dernière, a-t-elle dit simplement. Je t'ai entendu parler, alors j'ai installé ma tablette pour enregistrer. Je t'enregistre depuis 8 jours. Elle a balayé l'écran. Une autre vidéo s'est mise en attente. Celle-ci montrait Agnès dans sa cuisine parlant à quelqu'un hors champ. Une femme que je n'ai pas reconnue au début. Puis si, Bethany, l'amie d'université d'Agnès. Celle qui avait toujours été jalouse de moi, qui avait fait des commentaires désobligeants sur mon travail, mon appartement, ma relation. Le plan est parfait, disait Agnès en coupant des légumes avec des mouvements secs et colériques. Maddy se croit si spéciale. Robe de créateur, lieu de réception cher, monsieur parfait avec son entreprise de construction et ses stupides fossettes. J'ai été dans son ombre toute notre vie. Plus maintenant. Tu la détestes vraiment à ce point? A demandé Bethany en sirotant du vin dans un verre qui captait la lumière de la cuisine. Je ne la déteste pas, a dit Agnès. Et d'une certaine manière, c'était pire. Je veux juste qu'elle ait mal comme j'ai eu mal. Chaque petite amie que j'ai eue a fini par me poser des questions sur elle. Chaque réussite que j'ai obtenue, maman et papa l'ont à peine remarqué parce que Maddy faisait quelque chose de mieux. Mon mariage était bien. Le sien est un conte de fées. J'en ai marre d'être la version au rabais. L'écran de la tablette s'est éteint. Shelley l'a baissé, me regardant avec des yeux trop vieux pour son visage. J'ai 17 autres vidéos, a-t-elle dit doucement. Dois-je continuer à les diffuser? Non, me suis-je entendu dire. Ma voix venait de quelque part en dehors de mon corps, détachée et flottante. Non, ça suffit. Je me suis tourné vers Agnès. Je l'ai vraiment regardée. La sœur qui avait tressé mes cheveux. La sœur qui m'avait tenu dans ses bras quand notre grand-mère est morte. La sœur qui avait passé les 8 dernières semaines à planifier de faire exploser ma vie devant 200 personnes. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Matty, a-t-elle commencé? Je peux expliquer. Expliquer quoi? Les mots sont sortis comme du verre brisé. Expliquer que tu me détestes au point de faire sauter mon mariage? Expliquer que tu allais laisser tout le monde penser que Hudson m'avait trompé? Expliquer que tu allais laisser ton propre mari élever un bébé en croyant un mensonge? Je n'allais pas aller jusqu'au bout, la voix d'Agnès est montée dans les aigus, frénétique. J'étais juste. Je me défoulais. J'étais en colère. Je n'allais pas vraiment. Tu portes la robe, a dit ma mère. Tout le monde s'est tourné vers elle. Le visage de maman était un masque de réalisation horrifié. Son mouchoir serré si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Quoi, a dit Agnès. La robe, a répété maman plus fort. Maintenant, celle que tu as dit avoir achetée pour le mariage de Matty. Ce n'est pas une robe d'invité. Elle est coupée pour montrer un ventre. Tu allais te tenir là et t'assurer que tout le monde pouvait t'imaginer enceinte. Agnès a baissé les yeux sur elle-même. Elle portait une robe vert émeraude que j'avais prise pour un choix élégant. Taille empire, tissu fluide. Maintenant, je la voyais pour ce qu'elle était, un costume, un accessoire pour sa performance. Et la coiffure, a ajouté ma tante Diane de 3 rangs plus loin. Elle avait toujours été perspicace. Tu es coiffée de la même manière que Maddy à la fête de l'entreprise de Hudson. Celle où elle a annoncé leur fiançailles. Les détails se sont emboîtés comme la combinaison d'un cadenas qui s'ouvre. Agnès s'était coiffée comme un miroir de cette nuit-là. Elle voulait que tout le monde fasse le lien. Hudson s'est mis avec Agnès le soir même où il s'est engagé avec Maddy. C'était calculé, précis.
Franck, mon beau-frère, a finalement trouvé sa voie. Il était assis à côté de là où Agnès s'était trouvée, figé de choc, mais maintenant il était debout. Le bébé est-il au moins de moi, a-t-il demandé, et la question est sortie brisée. Le visage d'Agnès a fait quelque chose de compliqué. Bien sûr qu'il est de toi, Franck. Ne fais pas ça, a-t-il dit en levant la main. N'ose pas me mentir en ce moment. J'ai entendu la vidéo. Tu as dit que j'étais stupide. Tu as dit que j'élèverais un bébé en croyant un mensonge. Le mensonge était que c'était celui de Hudson, a crié Agnès. Le bébé est de toi, Franck. Je le jure, je voulais juste faire croire à Maddy. Sors. La voix de mon père a tout coupé. Il ne criait jamais. Jamais. C'était un homme calme, un homme doux, du genre à réparer les choses cassées, à lire des histoires pour s'endormir et à nous apprendre que la famille signifiait un amour inconditionnel. Mais il n'y avait rien de doux dans sa voix maintenant. Sors de cette église, a-t-il dit, et chaque mot est tombé comme le marteau d'un juge. Tu n'es pas ma fille. Pas après ça. Papa. Agnès a tendu la main vers lui. Il a reculé comme si elle était venimeuse. Je ne sais pas qui tu es, a-t-il dit, et j'ai vu ma sœur s'effondrer sous le poids de ses mots. La fille que j'ai élevée ne ferait pas ça. Sors maintenant. Agnès a regardé autour d'elle sauvagement, cherchant un allié, cherchant quiconque pourrait la défendre. Elle n'a trouvé que du dégoût et de l'horreur. Même Bethany avait disparu, se faufilant par une porte latérale. C'est de la folie, a tenté Agnès une dernière fois, la voix brisée. Vous allez gâcher ma vie pour une stupide blague. Je n'allais pas vraiment. Tu t'es levé, a dit Hudson. Sa voix était calme, mais elle portait. Tu t'es levé devant tout le monde et tu as dit que je t'avais mise enceinte. Tu allais laisser Maddy le croire. Tu allais nous détruire. Et tu l'aurais fait, ai-je ajouté, retrouvant ma voix quelque part dans les décombres de mon choc. Si Shelley ne t'avait pas enregistré, tu l'aurais fait et tu aurais souri pendant que je m'effondrais. Le visage d'Agnès s'est tordu en quelque chose de laid. Le masque était tombé maintenant. Le numéro de la jolie sœur abandonnée. Et alors, si je l'avais fait, a-t-elle craché. Tu as tout eu toute ta vie, Maddy. Tout. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être la seconde, celle pour qui les gens se contentent. Je n'ai jamais été en compétition avec toi, ai-je crié en retour, et toute la douleur des 10 dernières minutes s'est déversée. Tu es ma sœur. Je t'aimais. Je te faisais confiance. Et c'est exactement pourquoi ça aurait été si parfait, a dit Agnès. Et elle a ri. Un son dur et amer. Parce que tu ne l'as jamais vu venir. Tu ne vois jamais rien qui ne corresponde pas à ton petit monde parfait. Ma mère l'a giflé. Le son a claqué dans l'église comme un coup de fouet. Maman n'avait jamais levé la main sur aucune de nous. Pas une seule fois. Nous avions été élevés avec des mises au coin et des discussions sévères, jamais de violence. Mais là, elle se tenait, les mains encore levées, le visage mouillé de larmes, regardant Agnès comme si elle regardait une étrangère. Tu m'as brisé le cœur, a murmuré maman. Comment as-tu pu? Agnès a touché sa joue, les yeux écarquillés. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle pourrait s'excuser, qu'elle pourrait s'effondrer, avouer et implorer le pardon. Au lieu de cela, elle a redressé ses épaules, levé le menton et est sortie de l'église. Franck l'a suivie, mais pas avant de s'arrêter devant moi. Je suis désolé, Maddy, a-t-il dit, la voix épaisse. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas, je sais, lui ai-je dit, parce que c'était vrai. Franck était un homme bon qui avait eu le malheur d'épouser ma sœur. Il est parti. Les portes de l'église se sont refermées derrière eux avec un son de finalité. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Nous nous tenions tous dans les décombres de ce qui était censé être le plus beau jour de ma vie. Puis Hudson a pris ma main. Matty, a-t-il dit, et ses yeux brillaient de larmes non versées. Je jure sur tout ce que j'ai, je ne l'ai jamais touché. Je n'y ai même jamais pensé. Tu dois me croire. Je l'ai regardé, j'ai vraiment regardé l'homme que j'avais choisi pour construire une vie, dont j'avais mémorisé le visage sous 1000 lumières différentes. J'ai pensé aux vidéos, à l'aveu d'Agnès que Hudson n'était même pas au courant du plan. Je te crois, ai-je dit. Ses épaules se sont affaissées de soulagement. Mais je ne peux pas t'épouser aujourd'hui,
ai-je continué et j'ai vu ce soulagement se transformer en panique. Mathie, s'il te plaît. Pas parce que je ne te fais pas confiance, ai-je dit rapidement. Parce que je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça en ce moment. Je ne peux pas me tenir ici et prononcer des vœux alors que la trahison de ma sœur résonne encore à mes oreilles. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de respirer. Hudson avait l'air de lui avoir tiré dessus, mais il a hoché la tête. Tout ce dont tu as besoin, a-t-il dit. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Je me suis tourné vers la foule assemblée. 200 visages me fixaient, avides de résolution, de conclusion, d'une fin à ce désastre. Je suis désolé, ai-je dit, et ma voix a porté dans le silence horrible. Le mariage est reporté. S'il vous plaît, partez. La sacristie à l'arrière de l'église est devenue ma prison pour l'heure suivante. Je ne pouvais pas affronter le retour à la maison, je ne pouvais pas affronter la salle de réception où un traiteur intact attendait, et un DJ se demandait probablement pourquoi les mariés n'étaient pas arrivés. Ma mère était assise à côté de moi, me tenant la main. Mon père faisait les 100 pas. Hudson avait respecté ma demande d'espace et était parti, mais pas avant de me faire promettre de l'appeler. C'est Shelley qui a finalement brisé le silence. Tu es en colère contre moi? A-t-elle demandé, debout dans l'embrasure de la porte, sa tablette toujours serrée contre sa poitrine. En colère contre toi? J'ai regardé ma nièce à travers le flou des larmes que je combattais. Shelley, tu m'as sauvé. Maman va me détester, a-t-elle dit d'un ton neutre. Elle va savoir que c'est moi qui ai ruiné son plan. La façon clinique dont elle l'a dit a brisé quelque chose en moi. J'ai tendu les bras et elle est venue en courant. Cette petite fille qui avait été forcée de grandir trop vite, qui avait vu la cruauté de sa mère et avait choisi de l'arrêter. Ta mère n'a pas le droit de te détester, ai-je dit férocement, la serrant fort. Et si elle essaie, tu as toute une famille qui va te protéger. Je peux vivre avec toi. La question était petite, étouffée contre mon épaule. J'ai regardé mes parents. Le visage de maman s'est effondré. La mâchoire de papa s'est durcie. On trouvera une solution, a dit papa. Frank est un homme bon. Il s'assurera que tu es en sécurité. Mais oui, si tu en as besoin, tu peux rester avec n'importe lequel d'entre nous. Shelley a hoché la tête contre ma robe, et j'ai senti ses épaules secouées de sanglots silencieux. Mon téléphone a vibré. Puis encore, et encore. En l'espace de 30 secondes, il est passé d'une vibration occasionnelle à un cliquetis constant. C'est en ligne, a dit mon cousin Trevor, apparaissant dans l'embrasure. Il avait 23 ans, était perpétuellement collé à son téléphone, et avait l'air à la fois horrifié et sombrement satisfait. Quelqu'un a tout enregistré et l'a posté. C'est partout. Défini partout, ai-je dit faiblement. TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. La vidéo de Shelley diffusant l'enregistrement et le visage d'Agnès quand elle s'est fait prendre devient virale. Genre, viral de chez viral. 3 millions de vues dans la dernière heure. J'aurais dû me sentir violé, exposé. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange sorte d'engourdissement. Quelle importance qui le voyait. Le pire était déjà arrivé. Il y a plus, a continué Trevor en faisant défiler son téléphone. Les gens trouvent les réseaux sociaux d'Agnès. Ils la démolissent dans les commentaires. Et quelqu'un a trouvé les comptes de Bethany aussi. Elles sont connectées par des photos. Les gens les dénoncent. Trevor, a dit maman sèchement. Ce n'est pas le moment. En fait, ai-je dit lentement. Peut-être que si. Tout le monde m'a regardé. Une idée se formait. Une idée terrible, impitoyable, parfaitement calculée. Agnès avait voulu m'humilier en public, devant tous ceux que j'aimais. Elle avait voulu empoisonner mon mariage avant même qu'il ne commence. Elle avait été prête à faire exploser ma vie pour sa propre satisfaction. Elle méritait de comprendre exactement ce que ça faisait. Trevor, ai-je dit prudemment. Peux-tu m'envoyer le lien de la vidéo virale? Il l'a fait immédiatement. Je l'ai regardé sur mon téléphone, je me suis vu debout devant l'autel, j'ai vu l'annonce d'Agnès, j'ai vu l'intervention de Shelley, j'ai vu le visage de ma sœur quand elle a été démasquée. La vidéo s'arrêtait juste après que ma mère l'ait giflée. Les commentaires étaient brutaux. Quelle sorte de monstre fait ça à sa propre sœur? Cette petite fille est plus courageuse que la plupart des adultes que je connais. La sœur mérite la prison pour terrorisme émotionnel.
Quelqu'un a trouvé son lieu de travail? Elle ne devrait pas avoir d'emploi. J'aurais dû avoir pitié d'elle. C'était ma sœur, la fille qui m'a appris à faire du vélo, qui m'avait laissé dormir dans son lit pendant les orages quand nous étions enfants. Mais tout ce que je ressentais, c'était une fureur froide et claire. Je veux les vidéos complètes, ai-je dit à Shelley. Toutes les 17. Peux-tu me les envoyer? Shelley a hoché la tête, une compréhension passant entre nous comme un courant. Elle avait 9 ans, mais elle avait appris tôt que certaines personnes ne méritaient pas de pitié. M'a dit, à quoi penses-tu? A demandé papa d'un air las. Je pense qu'Agnès voulait faire un spectacle public, ai-je dit. Elle a eu son vœu exaucé. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Au cours des 3 jours suivants, je n'ai pas quitté mon appartement. Hudson est passé avec de la nourriture et s'est assis avec moi en silence, sans insister, juste en étant là. Je l'ai laissé faire. Lentement, dans le calme de mon salon, j'ai recommencé à croire qu'il était exactement celui que j'avais pensé qu'il était, un homme bon qui avait été utilisé comme une arme à son insu. Mais Agnès était une autre histoire. J'ai passé ces 3 jours à regarder les vidéos que Shelley m'avait envoyées. Toutes les 17. Elle brossait le portrait d'une femme qui avait passé des mois à planifier ma destruction avec le même soin que la plupart des gens mettent à planifier des vacances. Dans une vidéo, elle répétait son annonce devant un miroir, testant différentes formulations. Je suis enceinte du bébé de Hudson. Non, trop direct. Hudson m'a mise enceinte. Trop accusateur. Je suis enceinte et c'est le bébé de ton fiancé. Parfait. Valeur de choc maximale. Dans une autre, elle parlait à Bethany de la façon dont elle volait de petits objets de mon appartement depuis des semaines. Une photo par-ci, un bijou par-là, à placer dans la voiture de Hudson et à découvrir plus tard si l'annonce du mariage ne nous détruisait pas complètement. Dans une troisième, elle discutait de prénoms de bébé avec Frank, lui souriant avec ce qui ressemblait à une affection sincère, puis se détournait et levait les yeux au ciel dès qu'il quittait la pièce. C'était une étrangère. Une étrangère calculatrice et cruelle portant le visage de ma sœur. Au 4e jour, j'avais pris ma décision. J'ai convoqué une réunion. Pas seulement la famille. Hudson, mes parents, Shelley, Frank, ma tante Diane, qui avait toujours été la colonne vertébrale silencieuse de la famille. J'ai aussi invité ma meilleure amie Ramona, qui travaillait dans les relations publiques et avait un esprit comme un piège d'acier. Nous nous sommes réunis dans le salon de mes parents, la même pièce où nous avions eu d'innombrables matins de Noël et fêtes d'anniversaire. La dissonance cognitive me donnait le vertige. Je veux la détruire, ai-je dit sans préambule, complètement. Je veux qu'Agnès comprenne ce que ça fait d'avoir sa vie démantelée pièce par pièce. Et j'ai besoin de votre aide pour le faire. Silence. Puis Frank a dit, j'en suis. Tout le monde s'est tourné vers lui. Il avait l'air vidé, comme si on avait retiré tout ce qui était tendre pour ne laisser que la charpente. Elle me ment depuis des mois, a-t-il continué. Elle se joue de moi, utilise le bébé comme une arme. J'ai fouillé son téléphone la nuit dernière. Il a sorti son propre téléphone, a montré des captures d'écran. Elle planifie ça depuis avant même d'être enceinte. Elle a arrêté de prendre sa pilule exprès. Elle est tombée enceinte pour ajouter de l'authenticité à son mensonge. Elle allait me dire que le bébé était arrivé en avance si quelqu'un faisait le calcul. Maman a fait un bruit blessé. Frank, je suis tellement désolé. Ne soyez pas désolé, a-t-il dit, et il y avait de l'acier dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. Soyez en colère. Je le suis. Elle m'a ridiculisé, a essayé de détruire Maddie, et a impliqué notre fille dans ses complots. Elle ne mérite pas de pitié. Quel est le plan? A demandé Ramona, toujours pratique. Je l'ai exposé, étape par étape, point par point. C'était complet, impitoyable et parfaitement légal. Quand j'ai eu fini, papa m'a regardé avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Ça va la finir, m'a dit. Tant mieux, ai-je dit simplement. La phase 1 a commencé avec les vidéos. Je n'ai pas diffusé les 17 en même temps. Ça aurait été trop vite, trop facile à rejeter comme une crise passagère. Au lieu de cela, Ramona m'a aidé à créer un site web. Propre, professionnel, dévastateur. La vérité sur Agnès Hartley. Nous avons publié une vidéo par jour, chacune soigneusement sélectionnée pour montrer une facette différente de sa cruauté.
La vidéo de la répétition devant le miroir est sortie en premier, montrant la préméditation. Les commentaires ont explosé. À la troisième vidéo, celle où elle discutait de voler mes affaires pour les planter comme preuve, les nouvelles locales avaient repris l'histoire. Sabotage de mariage viral. Le complot élaboré d'une sœur révélée. À la septième vidéo, les nouvelles nationales diffusaient des reportages. Un psychologue a été invité pour discuter de la pathologie de la rivalité fraternelle. Un avocat a discuté de la question de savoir si ce qu'Agnès avait fait pouvait être considéré comme du harcèlement ou de la violence psychologique. L'employeur d'Agnès, une prestigieuse agence de marketing, l'a licenciée à la 10e vidéo. Ils ont publié une déclaration sur le fait de ne pas tolérer les employés qui affichent de telles défaillances morales profondes. Franck a demandé le divorce à la 12e vidéo. Il a également demandé la garde exclusive de Shelley, citant les vidéos comme preuve du comportement instable et du mauvais jugement d'Agnès. Internet a fait le reste. Les réseaux sociaux d'Agnès, qu'elle avait verrouillés après l'incident de l'église, ont été piratés par quelqu'un que je n'ai jamais identifié. Chaque publication, chaque photo, chaque commentaire a été capturé et analysé. Les gens ont trouvé de vieilles photos d'université où elle avait photobombé mes photos avec des ricanements. Ils ont trouvé des publications où elle me lançait des pics subtils déguisés en compliments. Si fier de ma petite sœur pour sa promotion. Certains d'entre nous doivent travailler dur pendant des années pour arriver là où elle est arrivée si facilement. Quelqu'un a trouvé sa citation de l'annuaire de lycée, « Le succès est la meilleure vengeance ». Ils en ont fait un mème, une blague, transformant Agnès en risée. Ses amis ont disparu. Bethany a publié des excuses publiques sur Instagram, affirmant qu'elle n'avait fait que complaire au délire d'Agnès et n'avait jamais pensé qu'elle irait jusqu'au bout. Internet n'y a pas cru. L'employeur de Bethany, une petite organisation à but non lucratif, l'a discrètement licenciée après que des donateurs aient commencé à se retirer. Le propriétaire d'Agnès et les Franck étaient locataires les a expulsés, citant le cirque médiatique comme une nuisance pour les autres locataires. À la 17e vidéo, Agnès n'avait plus de travail, plus de maison, plus d'amis et plus de mari. J'aurais dû me sentir satisfaite. Au lieu de cela, je ne ressentais rien. Juste un espace froid et vide où ma sœur vivait autrefois dans mon cœur. La phase 2 était plus silencieuse, mais plus permanente. J'ai engagé un avocat. Pas pour moi, pour Shelley. Ma nièce avait été l'héroïne de l'histoire aux yeux du public, mais je savais que la réalité était plus compliquée. C'était une fillette de 9 ans qui avait dû s'élever seule, qui avait été témoin de la cruauté de sa mère et s'était sentie responsable de l'arrêter. L'avocat a aidé Franck à tout documenter. Chaque vidéo, chaque fois qu'Agnès avait impliqué Shelley dans ses complots, chaque fois qu'Agnès avait laissé Shelley seule pour rencontrer Bethany ou répéter son annonce à l'église. L'audience pour la garde a été rapide et brutale. Agnès s'est présentée les ragards, portant des vêtements que je reconnaissais comme datant d'au moins 3 ans. Elle avait perdu du poids. Ses cheveux étaient mous. Elle ressemblait à un fantôme d'elle-même. Elle a essayé de faire valoir qu'elle était une bonne mère. Qu'une seule erreur ne la définissait pas. Le juge a regardé 3 des vidéos. Juste 3. Madame Hartley, a dit le juge, la voix sèche et professionnelle. Vous avez impliqué votre fille mineure dans un complot visant à dévaster émotionnellement sa tante. Vous avez donné la priorité à votre vendetta sur le bien-être de votre enfant. Le tribunal estime que vous n'êtes actuellement pas apte à avoir la garde. Agnès a ouvert la bouche pour protester. De plus, a poursuivi le juge, vous n'aurez qu'un droit de visite supervisée, en attendant l'achèvement d'une évaluation psychologique et de cours de parentalité. La priorité de ce tribunal est le bien-être de l'enfant, pas la commodité du parent. Le marteau est tombé. Agnès m'a regardé de l'autre côté de la salle d'audience et pour la première fois depuis l'église, nos regards se sont croisés. Elle a murmuré, je suis désolé. J'ai détourné le regard. La phase 3 était personnelle. Hudson et moi avons reprogrammé notre mariage pour 3 mois plus tard. Petit, intime, juste la famille immédiate et les amis proches. Shelley était la demoiselle d'honneur. Elle portait une robe qu'elle avait choisie elle-même, verte avec des dinosaures dessus, parce qu'elle avait 9 ans et qu'elle le pouvait. Nous ne l'avons pas diffusée en direct. Nous n'avons rien posté sur les réseaux sociaux. Nous l'avons gardée pour nous. Mais nous avons envoyé une invitation à Agnès. Elle est venue. J'avais su, d'une manière ou d'une autre, qu'elle le ferait. Elle se tenait au fond du jardin de mes parents où nous avions installé la cérémonie,
portant une robe qui flottait sur sa silhouette, l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines. Je l'ai vu en descendant l'allée au bras de mon père. Nos yeux se sont de nouveau croisés. Les siens étaient bordés de rouge, suppliants. J'ai souri. Pas un sourire cruel, pas un sourire triomphant, juste un sourire qui disait « Je suis heureuse. Tu n'as pas pu me prendre ça. » Puis j'ai épousé Hudson lors d'une cérémonie qui était tout ce que notre première tentative aurait dû être. Pleine de joie, pleine d'amour, pleine de promesses. Agnès est partie avant la réception. Je l'ai regardée partir de la fenêtre de la maison où je retouchais mon maquillage. Elle marchait lentement, les épaules rentrées, une personne vidée par ses propres choix. Ramona est venue se tenir à côté de moi. « Ça va mieux ?» a-t-elle demandé. « Non », ai-je dit honnêtement. « Mais je me sens terminé. Je pensais que c'était fini. La vengeance accomplie, le mariage assuré, la famille en voie de guérison. Je pensais que nous pourrions tous aller de l'avant. J'avais tort. 6 mois après mon vrai mariage, j'ai reçu un appel de Frank. « Tu dois venir », a-t-il dit sans préambule. « Maintenant. » Amen Hudson. Nous y sommes allés. Frank vivait dans une petite maison de l'autre côté de la ville avec Shelley, reconstruisant leur vie pièce par pièce. Quand nous sommes arrivés, il avait l'air sombre. Shelley fait des cauchemars, a-t-il dit. À propos de sa mère. La thérapeute l'aide, mais la nuit dernière, elle s'est réveillée en hurlant à propos de quelque chose dont elle s'est souvenue. Quelque chose qu'elle a vu. Shelley est apparue dans le couloir, serrant un dinosaure en peluche, l'air plus jeune que ses 9, presque 10 ans. Raconte à tante Maddy ce que tu m'as dit, a dit Frank doucement. Shelley a grimpé sur le canapé, a ramené ses genoux contre sa poitrine. Avant le mariage, a-t-elle commencé d'une petite voix. Quelques semaines avant, j'ai vu maman rencontrer quelqu'un. Un homme. Pas l'homme au téléphone. Un autre. De la glace s'est formée dans mes veines. Quel homme? Je ne connais pas son nom, mais il a donné de l'argent à maman. Beaucoup d'argent. Je l'ai vu. Une enveloppe pleine de billets. Hudson et moi avons échangé un regard. Pourquoi quelqu'un donnerait de l'argent à ta mère, ai-je demandé prudemment. Je ne sais pas, a dit Shelley. Mais je les ai entendus parler. L'homme a dit, si tu arrives à les séparer avant le mariage, le reste est à toi. Sinon, tu gardes la compte, mais pas de bonus. La pièce a basculé. Quelqu'un a payé Agnès pour gâcher le mariage? La voix de Hudson était tendue, contrôlée. Je crois, a chuchoté Shelley. Je ne comprenais pas à l'époque. Mais après tout ça, j'ai pensé que vous devriez savoir. Frank a sorti son ordinateur portable. J'ai commencé à creuser. Les relevés bancaires d'Agnès des procédures de divorce montrent un dépôt de $10 000 6 semaines avant votre mariage. Dépôt en espèces, sans nom. Qui? Ai-je demandé, mais alors même que je le disais, les pièces du puzzle s'assemblaient dans mon esprit. Qui paierait Agnès pour? Alors j'ai su. Ta mère, ai-je dit en regardant Hudson. Son visage est devenu blanc. Non, non, ma mère ne ferait pas ça. Elle me détestait, ai-je dit. Les souvenirs ont afflué. La mère de Hudson, Lorraine, avait été froidement polie dès notre rencontre. Elle avait fait des commentaires sur le fait que mon travail n'était pas assez stable, que ma famille était trop provinciale, que Hudson méritait quelqu'un d'un meilleur milieu. Elle s'est disputée avec moi pour que je ne t'épouse pas, a dit Hudson lentement, la prise de conscience naissant. Elle a dit que je faisais une erreur, que tu n'étais pas assez bien, que je le regretterais. Mais je pensais qu'elle finirait par accepter. Je pensais qu'elle ne voulait pas que nous nous marions, ai-je terminé. Alors, elle a payé ma sœur pour s'assurer que ça n'arrive pas, Frank a sorti d'autres documents. J'ai aussi les relevés téléphoniques d'Agnès. 3 appels à un numéro non répertorié dans les semaines précédant le mariage. Chaque appel juste avant ou après un dépôt en espèces. Nous sommes restés assis dans un silence stupéfait. Qu'est-ce qu'on fait, a finalement demandé Hudson. J'ai pensé à Lorraine. La femme qui m'avait embrassé la joue à la fête de fiançailles tout en finançant secrètement ma destruction. Qui s'était assise dans cette église, avait regardé l'annonce d'Agnès et n'avait jamais dit un mot. Qui avait manqué notre vrai mariage, prétextant un engagement antérieur. Une nouvelle sorte de colère a fleuri dans ma poitrine. Agnès avait été cruelle,
mais elle avait été poussée par la rivalité fraternelle, par des années de offenses perçues. Ça ne l'excusait pas, mais ça l'expliquait. Mais Lorraine avait froidement, calculatoirement acheté mon humiliation comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. On obtient des preuves, ai-je dit. Des preuves solides. Ensuite, on en finit avec ça, définitivement. Faire parler Agnès contre Lorraine a été plus facile que prévu. Elle avait tout perdu et elle savait exactement qui blâmer pour lui avoir donné l'idée en premier lieu. Je l'ai rencontrée dans un café du centre-ville. Terrain neutre. Elle avait meilleure mine qu'à mon mariage. Elle avait repris un peu de poids, s'était coupé les cheveux dans un style court qui lui allait bien. Elle avait un travail dans la vente, quelque chose qui payait les factures, mais loin de sa carrière en marketing. Elle n'a pas souri en me voyant, s'est juste assise en face de moi et a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» La vérité, ai-je dit, sur Lorraine. Le rire d'Agnès était amer. Il t'a fallu du temps pour comprendre. Raconte-moi tout. Elle l'a fait. Comment Lorraine l'avait approché lors d'un barbecue familial. Tout en sourire et en commentaires subtils sur le fait que Hudson était trop bien pour toi. Comment les commentaires étaient devenus plus audacieux. Comment Lorraine lui avait finalement fait la proposition. Assure-toi que le mariage n'ait pas lieu et je ferai en sorte que ça en vaille la peine. Elle savait que tu me détestais, ai-je demandé. Elle l'a flairé comme un limier, a dit Agnès en remuant son café sans le boire. Elle a fait quelques commentaires sur la difficulté que ça devait être d'être toujours la seconde. Comment elle comprenait parce qu'elle avait aussi une sœur plus jolie et plus réussie. Elle m'a joué comme un violon, m'a dit. Elle m'a complètement monté. M'a rappelé chaque affront, réel ou imaginaire. Puis elle m'a offert de l'argent pour que j'agisse. Combien au total? 10 000 $ d'avance. 20 000 de plus si je réussissais à vous séparer définitivement. 30 000 $. C'est ce que j'avais valu pour Lorraine. Ou plutôt, c'est ce que valait le fait de se débarrasser de moi. Pourquoi me dis-tu ça? Ai-je demandé. Agnès m'a finalement regardé. Vraiment regardé. Parce que j'en ai marre d'être la méchante dans l'histoire de tout le monde. J'ai fait des choses terribles, m'a dit. Je le sais. J'ai perdu mon mari, ma fille, ma carrière, mes amis. J'assume ça. Mais je ne l'ai pas fait seul. Et je ne vais pas laisser cette femme s'en tirer sans rien pendant que je suis la seule à brûler. J'ai besoin de preuves, ai-je dit. Des registres, des enregistrements, quelque chose de concret. Agnès a souri, et pendant une seconde, j'ai vu un éclair de l'intelligence vive qui l'avait rendue bonne dans son travail. J'ai enregistré chaque conversation avec elle. Je ne suis pas stupide. Je savais qu'elle me laisserait tomber si les choses tournaient mal. Je me suis protégé. Elle a fait glisser une clé USB sur la table. Pourquoi ne l'as-tu pas utilisée avant? Ai-je demandé en la ramassant. Parce que j'avais honte, a dit Agnès doucement. Parce qu'admettre que Lorraine m'avait poussé à le faire signifiait admettre que j'étais assez stupide pour me laisser manipuler. Parce que je voulais croire que je l'avais fait toute seule, pour mes propres raisons. Mais j'ai fini de mentir. À toi, à moi-même, à tout le monde. J'ai empoché la clé USB. Merci. Ne me remercie pas, a dit Agnès en se levant. Je ne fais pas ça pour toi. Je le fais parce que Lorraine mérite de souffrir comme j'ai souffert. Fais-la payer, m'a dit, s'il te plaît. C'était la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des années. Les enregistrements étaient accablants. La voix de Lorraine, cultivée et froide, expliquant exactement comment elle voulait qu'Agnès détruise le mariage. Elle a suggéré l'annonce de la grossesse, a spécifiquement dit que ce serait dévastateur et difficile à réfuter sur le moment. Elle a coaché Agnès sur le timing, sur la manière de le dire, sur comment faire paraître cela spontané tout en étant parfaitement calculé. Dans un enregistrement, Lorraine a dit « Je me fiche que tu doives coucher avec Hudson pour que ce soit convaincant. Tout ce qu'il faut pour la sortir de la vie de mon fils. » La réponse d'Agnès « Je ne vais pas me prostituer pour toi, Lorraine. » Alors sois créative. Tu es dans le marketing. Vends le mensonge. J'ai écouté les 7 enregistrements 2 fois. Puis j'ai appelé Hudson. C'est pire que ce qu'on pensait, lui ai-je dit. Elle a tout planifié. Agnès n'était que l'arme. Ta mère était celle qui la dirigeait. Hudson est resté silencieux pendant un long moment. Quand il a parlé, sa voix était creuse. Qu'est-ce qu'on fait?
On utilise la même stratégie qu'elle, ai-je dit. On rend ça public. On montre à tout le monde qui est vraiment Lorraine. C'est ma mère, a dit Hudson, et l'agonie dans sa voix m'a brisé le cœur. Je sais, ai-je dit doucement. Et je ne ferai pas ça sans ta permission. Si tu veux gérer ça en privé, je respecterai ça. Mais Hudson, elle a essayé de nous détruire. Elle a payé de l'argent pour m'humilier devant tous ceux que j'aime. Elle ne peut pas s'en tirer comme ça. Un autre long silence. Alors fais-le. Elle a fait son choix. Maintenant, elle doit vivre avec. La conférence de presse était l'idée de Ramona. Vous avez été victime d'une campagne de harcèlement viral, a-t-elle dit. Vous avez tout à fait le droit de raconter votre histoire. Nous avons loué un petit espace événementiel, invité les médias locaux, certaines des chaînes nationales qui avaient couvert l'histoire originale. Je portais une robe simple, Hudson un costume. Nous ressemblions à ce que nous étions, un jeune couple qui avait traversé l'enfer. La salle était comble. Des caméras partout, des journalistes avec des enregistreurs, le flash des téléphones capturant tout. Je me suis tenu au podium, Hudson à mes côtés, et j'ai dit la vérité. J'ai commencé par l'église, par l'annonce d'Agnès. J'ai montré de brefs extraits des vidéos de Shelley, assez pour rappeler à tout le monde ce qui s'était passé, mais pas au point que cela paraisse de l'exploitation. Puis j'ai lâché la bombe. Ce que nous ne savions pas à l'époque, ai-je dit, c'est que ma sœur n'a pas agi seule. Elle a été engagée. Payer 30 000 $ pour détruire mon mariage et ma relation. La salle a éclaté en murmures. Par qui, a crié quelqu'un. J'ai regardé directement la caméra. Par ma belle-mère, Lorraine Whitmore. J'ai diffusé les enregistrements, tous sans exception. J'ai laissé les mots de Lorraine parler d'eux-mêmes. La salle était silencieuse, à l'exception de sa voix. Froide et calculatrice, orchestrant mon humiliation comme une affaire commerciale. Quand les enregistrements se sont terminés, j'ai dit, voilà ce qui arrive quand quelqu'un décide qu'une autre personne n'est pas digne d'amour. Quand quelqu'un croit avoir le droit de contrôler la vie des autres. Lorraine Whitmore a tenté d'acheter ma destruction. Elle a échoué. Et maintenant, vous savez tous exactement qui elle est. Les questions ont fusé des journalistes, mais je n'en ai pris aucune. Hudson et moi sommes sortis main dans la main pendant que les caméras crépitaient et que des voix criaient après nous. Les retombées ont été nucléaires. Lorraine siégeait au conseil d'administration de 3 organisations caritatives. Elle a été forcée de démissionner de tout en 48 heures. Les organisations ont publié des déclarations sur le fait de ne pas s'aligner avec des individus qui affichent de telles défaillances morales, le même langage que l'employeur d'Agnès avait utilisé. Le country club de Lorraine a révoqué son adhésion. Son église lui a demandé de ne pas revenir. Ses amis, les femmes de la haute société avec qui elle avait passé des décennies à cultiver des relations, l'ont laissé tomber comme une pierre chaude. Quelqu'un a divulgué son adresse. Des manifestants se sont présentés devant sa maison. Pas violents, juste présents, tenant des pancartes. L'argent n'achète pas la décence. Tu as échoué. Hudson a cessé de prendre ses appels. Son père, Gregory, a appelé à la place. C'est une affaire de famille, a-t-il dit, la voix sèche. Vous auriez dû gérer ça en privé. Votre femme a essayé de payer quelqu'un pour gâcher mon mariage, ai-je dit, sans prendre la peine de cacher ma colère. Elle a impliqué Agnès, impliqué Shelley, nous a tous impliqués dans son complot. Elle n'a pas droit à la vie privée. Elle a droit à des conséquences. C'est toujours la mère de Hudson. Alors peut-être aurait-elle dû agir comme telle, ai-je dit et j'ai raccroché. Gregory a demandé la séparation 2 semaines plus tard. Apparemment, la révélation du complot de Lorraine avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase dans un mariage qui s'effritait depuis des années. Il l'avait soupçonnée d'être autoritaire et manipulatrice, mais les enregistrements l'avaient confirmé au-delà de tout doute. Lorraine s'est retrouvée seule dans une plus petite maison du mauvais côté de la ville. Son statut social en ruine, sa famille fracturée. J'aurais dû me sentir vengé. Au lieu de ça, je me sentais fatigué. 3 mois après la conférence de presse, j'ai reçu une lettre manuscrite sur du papier cher qui criait Lorraine avant même que je ne voie la signature. M'a dit, je m'attends à ce que tu ne me crois pas, mais je suis désolé. Non pas d'avoir été prise, bien que cela soit humiliant au-delà des mots, mais pour ce que j'ai fait. Je me suis convaincu que je protégeais mon fils d'une erreur.
Je me suis dit que tu n'étais pas assez bien, que ta famille était en dessous de nous, que Hudson méritait mieux. Je vois maintenant que ce qu'il méritait, c'était une mère qui respectait ses choix. Ce que tu méritais, c'était d'épouser l'homme que tu aimes sans que quelqu'un essaie de le saboter. Je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. Je voulais simplement que tu saches que je comprends ce que j'ai perdu. Mon fils ne me parle pas. Mon mari est parti. Mes amis sont partis. Je n'ai que du temps pour réfléchir à mes choix. Tu as gagné, m'a dit, complètement et totalement. J'espère que cela t'apporte un peu de paix. Lorraine. J'ai lu la lettre 3 fois, l'ai montrée à Hudson. C'est de la manipulation, a-t-il dit immédiatement. Elle veut que tu aies pitié d'elle. Peut-être, ai-je convenu. Ou peut-être qu'elle a vraiment appris quelque chose. Est-ce que ça t'importe? J'y ai pensé. Vraiment réfléchi. Non, ai-je dit finalement. Ça ne m'importe pas. Ce qu'elle a fait est impardonnable. Elle peut passer le reste de sa vie à être désolée. Ça ne change rien. J'ai jeté la lettre. Shelley est venu vivre avec nous 6 mois après notre mariage. Frank avait fait de son mieux, mais il voyageait pour le travail, et Shelley avait besoin de stabilité. Nous avons transformé la chambre d'amis en un espace pour elle. Des affiches de dinosaures, un coin lecture, un bureau pour les devoirs. Elle s'est installée comme si elle avait toujours appartenu à cet endroit. Tante m'a dit, a-t-elle demandé un soir, se glissant dans le lit entre Hudson et moi pendant un orage. Penses-tu que maman ira un jour bien? J'ai pensé à Agnès. Elle avait terminé sa thérapie et ses cours de parentalité ordonnés par le tribunal. Elle avait trouvé un nouveau travail, un meilleur, utilisant ses compétences en marketing pour une organisation à but non lucratif. Elle reconstruisait lentement sa vie, faisant amende honorable là où elle le pouvait. Elle et moi nous étions rencontrés pour un café à quelques reprises. Des conversations maladroites, guindées, où nous tournions autour du cratère de notre relation détruite. Nous ne serions plus jamais proches. Trop de choses avaient été brisées. Mais nous essayions, à notre manière, de trouver une sorte de paix. Je pense que ta mère travaille à aller bien, ai-je dit à Shelley. Les gens font des erreurs, de très grosses parfois, mais ils peuvent aussi grandir et changer. Qu'elle le fasse ou non, ça dépend d'elle. Tu lui pardonnes? C'était la question que je me posais depuis des mois. Avais-je pardonné à Agnès? Avais-je pardonné à Lorraine? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Mais j'apprends que le pardon n'est pas quelque chose que l'on doit aux gens. C'est quelque chose que l'on se donne à soi-même quand on est prêt à cesser de porter de la colère. Tu es prête, a demandé Shelley. J'y arrive, ai-je dit et je l'ai embrassé sur le front. Hudson et moi avons célébré notre premier anniversaire de mariage avec un dîner tranquille à la maison. Pas de fanfare, pas de publication sur les réseaux sociaux. Rien que le monde puisse voir. On l'a fait, a-t-il dit en levant un verre de vin. On a traversé l'enfer, ai-je convenu en trinquant avec lui. Est-ce que ça en valait la peine? J'ai regardé notre maison, les photos sur les murs, notre vrai mariage, les papiers d'adoption de Shelley finalisés, les dîners de famille, la vie que nous avions construite sur les cendres de ce désastre à l'église. Oui, ai-je dit, ça en valait la peine. On a frappé à la porte un samedi matin. Je faisais des crêpes. Shelley faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Hudson était dehors à tondre la pelouse. J'ai ouvert la porte pour trouver Agnès. Elle avait l'air bien, en bonne santé. Ses cheveux étaient plus longs, ses vêtements jolis, mais pas chers. Elle tenait un petit sac cadeau. Salut, a-t-elle dit. Salut, ai-je répondu. Je sais que je n'ai pas le droit de débarquer comme ça, a-t-elle commencé. Mais c'est l'anniversaire de Shelley la semaine prochaine, et je voulais déposer son cadeau. Frank a dit que c'était d'accord si je te le laissais. J'ai pris le sac. Elle est à l'intérieur si tu veux lui dire bonjour. Le visage d'Agnès s'est illuminé d'espoir. Vraiment? Vraiment. Elle est entrée. Shelley a levé les yeux de ses devoirs, le visage illisible. Salut, maman. Salut, mon bébé, a dit Agnès, et sa voix s'est un peu brisée. Comment vas-tu? Bien. Je fais un projet de science sur les dinosaures. Ils ont parlé pendant 20 minutes. Maladroitement, prudemment, tous deux essayant. Quand Agnès est partie, elle a serré Shelley fort dans ses bras et m'a remercié avec des larmes dans les yeux.
Après son départ, Shelley m'a regardé. Est-ce que ça veut dire que les choses redeviennent normales? Non, ai-je dit doucement. La normalité a disparu. Mais peut-être qu'on peut trouver quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Elle a hoché la tête, satisfaite, et est retournée à ses dinosaures. Cette nuit-là, Hudson m'a trouvé sur la terrasse arrière, regardant les étoiles. Ça va? A-t-il demandé en passant un bras autour de ma taille. Je pensais à l'église, ai-je dit. À la façon dont tout s'est effondré. Des regrets? Non, ai-je dit, et je le pensais. Si ça n'était pas arrivé, je n'aurais pas su en qui je pouvais vraiment avoir confiance. Je n'aurais pas eu Shelley. Je n'aurais pas appris à quel point nous sommes forts. Alors tu es contente qu'Agnès ait essayé de nous détruire? J'ai ri. Contente n'est pas le mot. Mais je suis reconnaissante pour ce que nous sommes devenus à cause de ça. Hudson a embrassé ma tempe. Tu sais quelle est la meilleure vengeance? Quoi? Être heureux malgré tout ce qu'ils ont essayé de faire. Construire une vie qu'ils ne peuvent pas toucher. Je me suis appuyé contre lui, sentant la chaleur solide de sa présence autour de nous. Le quartier était calme, paisible. À l'intérieur, Shelley était en sécurité. Notre famille, non conventionnelle et marquée, mais entière, était intacte. Oui, ai-je dit. C'est exactement ça. Je n'ai plus jamais revu Lorraine. J'ai entendu dire qu'elle avait déménagé dans un autre état, essayant de recommencer à zéro quelque part où personne ne connaissait son histoire. Je m'en fichais. J'avais passé si longtemps à être en colère, à comploter ma vengeance, à m'assurer que tous ceux qui m'avaient fait du tort souffriraient. Et ils l'avaient fait. Agnès avait tout perdu et reconstruisait à partir de zéro. Lorraine avait été démasquée et exilée de son cercle social. Justice avait été rendue, brutalement et publiquement. Mais la vraie victoire n'était pas leur souffrance. C'était ça. Hudson et moi dansant dans la cuisine pendant que Shelley gémissait sur le fait que nous étions embarrassants. C'étaient les dîners du vendredi soir avec mes parents. Ma mère apprenant à Shelley à tresser ses cheveux comme Agnès me l'avait appris autrefois. C'était Franck qui se joignait à nous pour les vacances, devenant plus comme un frère qu'un beau-frère. C'était choisir chaque jour de construire quelque chose de beau à partir des décombres. Le mariage devant l'autel s'était terminé en désastre. Mais le mariage était tout ce que j'avais toujours voulu.